Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Le 4 septembre dernier, le président Ibrahim Boubacar Keïta a bouclé la 3e année d'exercice de son mandat. Durant ces 3 années de règne, dans un contexte de crise, le président Ibeka et ses gouvernements successifs ont fait de grandes réalisations dans l'exécution du programme présidentiel. Occasion pour pas mal de Maliens de donner leur avis. Amadou Kamara et Samba Traoré. Après 3 ans d'exercice du pouvoir, la classe politique reste partagée quant au bilan du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Alors que l'opposition parle de 3 années de mauvaise gouvernance, la majorité, elle, se réjouit d'un bilan positif. Un bilan globalement positif. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, 77% de la population malienne a fait confiance à Ibrahim Boubacar Keïta. Et vous voyez, les pays venaient de très loin. Il y avait une crise pour imaginer, c'est-à-dire le pays était dans un puits. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les Maliens sont en santé. La sécurité, quelles qu'en soient les quelques attaques et autres, globalement positif. Les acteurs de l'accord sont en pourparlers. Et vraiment, aujourd'hui, Dieu merci, les pays vont bien, les hommes vont bien. Et félicitations à Ibeka, joyeux anniversaire à Ibeka. La majorité s'appuie sur le contexte socio-politique et sécuritaire qui était, selon elle, peu favorable à la réalisation du programme présidentiel. Cependant, selon ses responsables, des progrès ont été enregistrés dans plusieurs secteurs, notamment la réforme de l'armée malienne. Les trois ans du président Boubacar Keïta, moi, je le place dans un contexte d'exécution d'un projet de société dont moi-même j'ai contribué à l'élaboration. Donc la mise en œuvre, vraiment, Dieu nous a beaucoup aidés et avec l'aide de 77% des Maliens, on a eu le pouvoir pour mettre en exécution ce projet de société. Et au jour d'aujourd'hui, le projet est en train de suivre son cours normal. Mais en vérité, il y a dans certains cas que nous sommes en train d'accuser des retards à l'exécution. Mais quand même, ça suit son cours normal. Et si tout va bien, dans le quinquennat dessiné pour le projet, quand même au finish, on saura boucler l'exécution de ce projet de société. Un bilan un peu difficile dans la gestion des affaires de la nation. Effectivement que le pays se trouve dans une situation très difficile aujourd'hui. Partons étape par étape. En termes de sécurité, vous savez, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu pour régler le problème du Nord de façon générale. Sur la base de tout ce qui s'est passé au Nord, les gens ont pensé qu'il était l'homme qui était capable de régler le problème du Nord. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Kidal, Tombouctou, après Aguelok, tout ce qui s'est passé, nous avons vu aussi son parcours en tant que responsable à l'Assemblée nationale, le RPM, la position concernant l'accord 2006 de Amadou Toumani Touré où ils sont partis contre. La gestion des élèves et étudiants en 1994 à 2004, en tant que Premier ministre, ont poussé le peuple malien à choisir le président de la République comme l'homme de la situation. Mais aujourd'hui, si nous faisons le bilan du parcours, tout le monde, que ce soit des hommes politiques, la société civile, mais nous, l'opposition, personnellement, au niveau du PDS, c'est qu'on était contre l'accord parce qu'on savait que ça n'allait pas faire avancer la situation sécuritaire en République du Mali. Le président de la République, lors des campagnes, a promis au peuple malien que quelques mois, il pouvait régler le problème. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que la situation devient plus en plus très difficile. Sur le plan socio-sécuritaire, les partis de la mouvance présidentielle mettent en avant la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui, selon eux, a permis de mettre fin aux hostilités entre ex-rebelles et forces armées maliennes. Toutefois, elle reconnaît que la situation sécuritaire reste encore difficile du fait de la présence des groupes terroristes dans le pays. 3 ans d'Ibeka, les bilans à mi-parcours, c'est une question un peu vaste. On disait à 6 mois du BK que donnons-lui un peu de temps. Mais aujourd'hui, je pense que
ceux qui disaient de donner un peu de temps à Ibeka ne parlent plus de temps. Ils parlent de manque de vision. Ils parlent de manque de programme. Parce que si nous essayons de résumer les 3 ans d'Ibeka, nous allons faire en sorte une comparaison entre les 3 ans, ce qui a été fait les 3 ans d'Ibeka et tout le mal qui a été fait durant les autres années de démocratie. Donc moi je pense que les 3 ans d'Ibeka et le mal qu'on a eu, le mal que le Mali a eu en tant que surfacturation, en tant que malgouvernance, en tant que de marché gré à gré, en tant que corruption, le Mali n'a pas eu ça durant les 20 dernières années de démocratie. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devrons faire de bénédictions pour être sur de bonnes voies, parce que nous ne sommes pas sur de bonnes voies. Nous sommes avec un régime qui refuse des critiques. Nous sommes avec un régime qui refuse la liberté d'expression. Nous sommes avec un régime qui refuse d'être mis sur les bons rails. Car nous savons aujourd'hui que ce n'est pas l'idée, ce n'est pas la politique même du président Ibrahim Boubacar Keïta qui est en train de gérer le Mali, mais c'est une autre politique. Et là, ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'ils refusent de nous dire la vérité. Il faut qu'ils nous disent la vérité. Ce n'est pas le sud le problème. Ce n'est pas le déguerpissement le problème. Ce n'est pas le manque de pluie le problème. Le problème, c'est le nord Mali. Ibeka a été élu parce qu'au nord, il y avait des problèmes. C'est à lui de nous dire s'il a des solutions ou pas. Parce que pour le moment, c'est des mal en pis. L'opposition ne fait pas dans la dentelle et regrette 3 années de gestion catastrophique. Réunis en conférence de presse, les responsables ont dressé un tableau sombre marqué de tâtonnements, de décisions inappropriées et de scandales financiers. Ce n'est pas à nous de faire un bilan parce que rien n'a été fait. Vous avez suivi vous-même, le président de la République lui-même dit que l'heure n'est pas au bilan. Mais bref, ce que nous retenons des 3 années d'exercice du pouvoir du président Ibeka, c'est vraiment le manque de vision, c'est vraiment 3 ans d'impunité, 3 ans de corruption généralisée, 3 ans de tâtonnement, 3 ans de désespérance pour le peuple malien. Parce que vous savez, le président Ibeka a été élu pratiquement plébiscité à plus de 77% des voix en 2013. Parce que beaucoup de nos compatriotes ont estimé que c'est un homme de poigne qui est à mesure à même de restaurer l'autorité de l'État. Alors aujourd'hui, la crise du Nord aujourd'hui est beaucoup plus grave que la situation que le pays a connue en 2012. Cela dénote tout simplement du manque de vision de ce régime, de son gouvernement, et aussi de l'injustice en fait qui règne dans le pays. C'est ce que nous, on a toujours dit, d'accord pour la concession en période de crise, mais évitons de faire des compromissions. Elle est difficile dans la mesure où le pays, depuis 2013, est dirigé sans vision claire, sans programme. Quand c'est comme ça, on ne peut pas s'attendre vraiment à un résultat probant. Certes, tout n'est pas rose, tout n'est pas mauvais non plus dans différents secteurs du pays. La fête de Tabaski se profile à l'horizon. Se procurer un mouton pour l'occasion est le souci principal de tous les chefs de famille. Les spéculations entre acheteurs et revendeurs s'observent au niveau de tous les marchés de Bamako, le tout dans une ambiance bon enfant. Amadou Kamara et Samba Traoré ont fait le tour. Le marché de moutons connaît ces derniers jours une forte affluence des clients dont l'objectif est de se procurer du précieux sésame de la fête de Tabaski. Un sacrifice est recommandé pour tout bon musulman ayant les moyens de le faire. En effet, cette année encore, on constate sur ce marché une flambée des prix des moutons. J'ai déjà acheté mon mouton il y a 2 semaines à 150. Mais je l'ai acheté pour ma maman et pas pour moi-même. Pour ma maman, oui. Ça dépend parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un mouton, même à 50 000, à plus forte raison 150. Bon, ce que moi j'ai eu, je sais que c'est à la moyenne. Bon, je ne sais pas parce que l'année dernière, je n'étais pas là. Mais cette année, moi, je pense que c'est exorbitant quand même. Parce que on peut, même des petits moutons, ils vous demandent 150, 125. Le plus bas prix 125, là, c'est trop. À ma connaissance, mais je ne sais pas trop.
Donner la possibilité aux acheteurs d'acquérir le mouton à moindre coût tout en leur offrant un mode de paiement par tranche est une des meilleures astuces trouvées par ces commerçants. Malgré cette bonne volonté de ces commerçants, la cherté de la vie reflète la réalité de cette timidité sur le marché du bétail et par y ricochet une grave incidence sur les préparatifs de cette fête de Tabaski. Bon, chaque année, quand même, je suis là. Bon, je pense que chez nous, ici, le prix, c'est très abordable. Ça s'est varié entre 250 000 et jusqu'à 40 000 francs. Mais on a beaucoup de difficultés dans la route. C'est ça qui nous a posé des problèmes. Les gens, depuis chaque année, les gens se plaignent, chaque année, la prix change. Mais ce n'est pas nous vendeurs qui changent le prix. Parce qu'on a des problèmes. Même pour avoir, même comme tu as de l'argent, bon, l'an dernier, à la d'habitude, c'est nous qui amènent l'argent dans la bourse, c'est nous qui a des problèmes. Mais cette année, c'est le hébergeur, c'est les vendeurs, c'est les hébergeurs même qui a des problèmes. Même pour amener, pour déplacer dans la brousse, pour amener les animaux, ils ont des problèmes. Chaque fois, il y a des bandits dans la brousse qui vont les abarquer, qui vont les poser le problème. Bon, c'est des problèmes qui se posent. Même comme tu as de ton argent pour partir au marché, pour avoir les moutons, même c'est des problèmes. Sinon, il y a des moutons, mais pour amener même la marché, ça pose des problèmes. Tout dans la brousse, il y a des bandits. C'est ça qui pose des problèmes. En tout état de cause, les différents marchés visités sont suffisamment bien fournis en bétail pour satisfaire les clients avant le jour J. Après leur séjour à Madina, les pèlerins de l'agence Sherifla étaient à Zul Oulifa pour leur habit de pèlerinage. Ils se sont ensuite rendus à la Mecque pour la Umrah, le Tawafou et la course du Safa et Marwa. Ils se sont rendus sur le lieu de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le cérémonial s'est terminé par des séances de bénédiction. À présent, le point de l'actualité africaine en bref et en images, une compilation signée Amadou Diarra. En Guinée équatoriale, le fils du président Théodorin Obiang a été renvoyé en procès devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis. L'homme qui a été promu fin juin par son père Théodoro Obiang Nguema, vice-président de la Guinée équatoriale, est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il est accusé de s'être constitué en France un patrimoine mobilier et immobilier évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros et financé en partie par l'argent de la corruption et de détournement de fonds publics dans son pays. Près de 50 millions d'enfants à travers le monde vivent déracinés après avoir été obligés de quitter leur foyer et leur pays en raison des guerres, des violences et des persécutions selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Le rapport intitulé Déracinés, une crise de plus en plus grave pour les enfants réfugiés et migrants, publié ce mercredi par l'UNICEF, brosse un tableau inquiétant de la situation des enfants forcés de quitter leur pays d'origine. Fin 2015, environ une trentaine de millions d'entre eux étaient des réfugiés et 17 millions étaient déplacés à l'intérieur de leur pays. Face à cette situation, l'UNICEF a appelé les autorités à mettre fin à la détention des enfants migrants ou demandant le statut de réfugié, à ne pas séparer les familles, à permettre aux enfants réfugiés et migrants d'avoir accès aux services de santé et à promouvoir la lutte contre la xénophobie et la discrimination. En République démocratique du Congo, l'Église catholique met des préalables à sa participation au dialogue national. Alors que ces pourparlers voulus par le président Joseph Kabila se sont ouverts le 1er septembre dernier sous l'égide de l'Union africaine, la conférence épiscopale nationale du Congo a rappelé dans un communiqué les conditions de sa participation à ce dialogue. Le respect de la Constitution et une participation la plus large possible à des grandes familles politiques telles sont entre autres les exigences de la famille catholique congolaise. Des efforts consentis pour rallier à ces négociations toutes les parties prenantes ne devraient pas être anéantis par des tentatives de détourner la Constitution. Le dialogue national devrait permettre de conduire à des élections paisibles en RDC. Élections auxquelles ne peut participer le président Joseph Kabila qui termine son deuxième et dernier mandat selon la Constitution. Jacob Zuma ne fait plus l'unanimité au sein de l'ANC en Afrique du Sud. Ses partisans et adversaires se sont affrontés lundi devant le siège du Congrès national africain. Une manifestation pour demander la démission du chef de l'État touché par plusieurs scandales de corruption et de fraude.
Les choses vont de mal en pis pour le chef d'État sud-africain Jacob Zuma, c'est le moins que l'on puisse dire. Car en plus de ces démêlés judiciaires qui n'en finissent pas, le numéro 1 des Sud-Africains fait désormais face à une véritable fronde au sein de son parti, l'ANC. En effet, très remonté après la débâcle de leur parti aux dernières législatives, des membres de l'ANC ont appelé à manifester en début de semaine contre Jacob Zuma. Et le lieu choisi revêt tout un symbole, le quartier général de l'ANC. Nous avons organisé cette manifestation pacifique, spontanée, pour dénoncer la gestion du gouvernement du président Jacob Zuma. Les jeunes sont sans emploi, la balance commerciale est déficitaire, la corruption gagne du terrain, rien ne marche dans ce pays. Je pense que l'ANC est au bord de l'implosion. Lors des municipales, le parti a perdu les plus grandes villes du pays. C'est inadmissible. Les contestataires, parmi lesquels des figures emblématiques de première heure, exigent le départ pur et simple du président Zuma, qu'ils accusent de tous les péchés d'Israël s'ils ne le considèrent pas comme la source de leur malheur. Jacob Zuma survivra-t-il au revers de l'ANC aux dernières législatives à l'issue desquelles d'importantes villes comme Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth et Durban sont passées entre les mains de l'opposition? Rien n'est moins sûr. L'opposition sud-africaine est parvenue à faire tomber l'ANC sous la barre des 50% lors des municipales dans 3 grandes métropoles, Nelson Mandela Bay, où se trouve la ville portuaire de Port Elizabeth, qui englobe la capitale du pays, Pretoria, et enfin le hub économique de Johannesburg. C'est un signal fort pour le président Jacob Zuma. Si cette situation perdure, il sera très difficile pour l'ANC de remporter les élections nationales en 2019. Même si les leaders de l'ANC s'emploient à défendre bec et ongle Zuma, certains militants, eux, ne cachent pas leur agacement, estimant qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. C'est donc un tournant décisif dans l'histoire de l'ANC qui, aujourd'hui, plus qu'hier, se retrouve à la croisée des chemins. Ce n'est pas jouer les Cassandres que d'affirmer que le parti est au bord de l'implosion. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.